Je voudrais, en introduction de mon propos, rappeler l'objet social du GIFAS. L'objet social du GIFAS, c'est tel que ça a été défini il y a de nombreuses décennies, c'est de favoriser et de maximiser la charge de travail en France des activités aéronautiques. C'était en tout cas un des objets. Et la charte dont on parle aujourd'hui, mais également toutes nos activités au GIFAS, s'apprécient dans ce contexte. C'est-à-dire qu'on veut quelque part qu'il y ait le maximum de travail qui soit fait en France. Bien évidemment, dans un environnement concurrentiel qui est exacerbé avec les États-Unis notamment, où il y a des concurrences, je dirais, sur tous les programmes aéronautiques et qui forcément concurrentiels en termes de prix. Et donc, il faut avoir ça en tête pour apprécier, je dirais, le travail. C'est aussi, et pour ceux qui travaillent dans d'autres filières, assez unique. Il n'y a pas, à ma connaissance, de filière qui développe autant de programmes pour favoriser la compétitivité, par exemple, des entreprises. Deuxième point, la charte existait avant celle dont on discute aujourd'hui, qui a été finalisée et signée le 9 juin 2020. Elle existait avant, elle a été renforcée dans le cadre du plan de relance et à la demande du gouvernement en contrepartie ou dans le cadre d'accords plus vastes liés au CORAC et d'autres. Cette charte, et moi j'ai vécu sa fondation ou sa préparation et sa finalisation au sein de la task force, elle a fait l'objet d'un travail énorme, je dirais, de la part déjà du GIFAS et notamment Didier Évrard, qui était patron de la task force, et de Pierre Bourlot, mais également toutes les équipes. Et des échanges avec les services de l'État. Il y a eu des négociations assez serrées pour arriver à ce document qui préserve, je dirais, à mon sens, l'essentiel. Cette charte, le plan de relance en général et cette charte en particulier, elle a deux axes à mon sens. L'environnement, où là plus sur le plan de relance, mais il y a une part énorme de fonds publics qui est réservée à l'avion, ce qu'on appelle l'avion décarboné. Et deuxième axe, les PME. Cette charte, elle est faite pour nous, les PME, bien évidemment, avec une vision de maximiser, c'était mon propos initial, la production ou les activités d'études en France, avec notamment l'approche du coût complet, et puis nous mettre nous entraîner ou accélérer nos démarches de compétitivité, parce que il n'y a, je parlais de guerre commerciale, il n'y a de possibilité de faire des affaires que si on est compétitif, et ça, tous les responsables de PME le savent bien. Alors, le contexte de cette charte, et il faut le rappeler aussi, c'est effondrement des cadences. Forcément, ça aménuise considérablement nos ressources et les discussions ne sont plus les mêmes qu'avant la crise. Mais aussi la préparation du rebond, parce qu'on est tous dans cette réunion aujourd'hui convaincus que le rebond va arriver. Les dates seront variables en fonction des programmes. On envisage, je dirais, une augmentation des cadences du 320, par exemple, dès la fin de cette année, et tout le monde s'en réjouit. Alors, cette charte, pour en parler, je sais que mon confrère, mon collègue Martin va le développer aussi, mais moi, je voudrais vous parler avec mes tripes de PME. On peut pas, je dirais, penser qu'on peut opposer, se servir de la charte pour prendre toutes les affaires être sélectionnées sur tous les appels d'offres. D'abord, il y a d'autres concurrents français et il y a des sujets de compétitivité. Donc, c'est pas un engagement contractuel, ce n'est pas opposable.
on m'a même dit, ce n'est pas non plus un bureau des pleurs. Ce n'est pas évidemment pas un bureau des pleurs parce que c'est pas comme ça que les affaires marchent et vous le savez. Elle n'a pas non plus comme objectif, ou elle ne doit pas être interprétée comme une infantilisation de la supply chain, ce qu'elle n'est absolument pas, mais plus dans une responsabilité et fixer un cadre duquel découlent des droits, des obligations de toutes les parties. Il s'agit aussi d'une démarche collective, à la fois des donneurs d'ordre, des équipementiers, des PME entre elles, parce que nous avons aussi des obligations avec notre propre supply chain. Ce que je peux vous dire, et je peux en témoigner, c'est que tout le monde est sensibilisé sur ce sujet lié sur les thèmes qui sont présentés dans cette charte. Moi, je voudrais pour finir vous dire la confiance que j'ai moi dans cette charte et dans dans cette charte et je dirais dans le collectif qui la met en œuvre au quotidien. Confiance, mais aussi lucidité. Les affaires sont pas faciles, la concurrence est rude, mais on a une voie qui nous est offerte de malgré tout sauvegarder et maximiser les productions des entreprises françaises et sur le territoire français. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je passe la parole à Martin. Bonjour à tous, vous m'entendez? Parfaitement, c'est bon. Ok, donc bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je vais avoir un éclairage qui est complémentaire par rapport à ce qu'a dit Christophe et auquel je souscris. D'abord, pour rappeler que la crise qu'on rencontre, c'est une crise qui est unique dans l'histoire de notre industrie et qui nous touche tous, qu'on soit dans un grand groupe, qu'on soit dans un équipementier de taille intermédiaire, qu'on soit dans une PME. Alors évidemment, ça n'a pas les mêmes conséquences dans les sociétés, on n'a pas les mêmes leviers, et donc on ne fait pas face de la même façon. Mais en revanche, c'est une tempête à laquelle il faut qu'on fasse face tous ensemble. Et je pense que la cohésion dont a fait preuve le GIFAS, dont a fait preuve la filière aéronautique en 2020, ça a été quelque chose de remarquable. C'est un atout de notre filière et qui a été essentiel dans le fait d'obtenir et de mettre en œuvre les plans de soutien de l'État qui permettent aujourd'hui de préserver nos compétences, moderniser notre outil industriel et de préparer l'avenir. Comme l'a dit Christophe, ce qui est important maintenant, c'est qu'au moment du rebond, nous soyons capables de remonter en cadence. Et on sait bien qu'il suffit qu'il y ait une entreprise qui soit défaillante pour que toute la supply chain soit fragilisée. Alors la charte dans tout ça, c'est un élément supplémentaire pour renforcer la cohésion de la filière dans cette période qui est une période difficile, troublée. Mais c'est un outil qui n'a d'intérêt que si on s'en sert. Donc la charte, il faut l'appliquer et l'appliquer quelle que soit sa place dans la supply chain. Donc l'appliquer avec ses clients, l'appliquer avec ses fournisseurs, ce n'est pas qu'un sujet de grand groupe, ce n'est pas qu'un sujet de donneur d'ordre. Et puis l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est celui de la médiation. Parce que cette charte, elle est indissociable du rôle des médiateurs qui l'ont écrite et elle est indissociable du fait qu'on veut renforcer le rôle de la médiation. Et je voudrais partager avec vous le fait que parfois, dans certains cercles, j'entends du bad buzz sur des relations difficiles entre tel ou tel acteur de la filière. Et quand on pose la question aux médiateurs concernés ou aux médiateurs du GIFAS, personne n'est au courant parce que la médiation n'a pas été sollicitée. Donc je crois qu'on a quand même une exigence, c'est d'utiliser les outils qui sont mis à notre disposition, parce que dans la vie des affaires, c'est normal qu'il y ait des difficultés, surtout dans des temps troublés comme aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait des litiges, mais ce qu'il faut, c'est qu'on les résolve de façon rapide et de façon équitable. Donc, je voudrais qu'on parte dans l'esprit qu'il faut qu'on profite de cette charte pour renforcer le rôle de la médiation et que ce soit un processus qui soit utilisé de façon régulière lorsque la situation l'exige. Donc, 3 messages. Le premier, c'est la cohésion. La cohésion, c'est un des fondements de notre filière. C'est une des différences que nous avons avec d'autres filières industrielles. Le deuxième, c'est que la charte, c'est vraiment un outil pour renforcer cette cohésion. C'est ça l'esprit dans lequel elle a été construite. Et le dernier point, c'est que la médiation, ce n'est pas facultatif. Et je vous encourage tous à passer par là plutôt que d'aller chercher d'autres pistes qui peuvent être plus préjudiciables à la filière. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que si on fait ces 3 actions, si on a ces 3 thèmes en mémoire, eh bien, la filière aura progressé pendant cette période de crise.